Bonjour Monsieur Malanda, dans notre émission Valeurs, pour la deuxième partie, parce que là nous avons parlé de la faillite et de l'enseignement du modèle néolibéral. Et comment allez-vous Monsieur Malanda? Bonjour Martial, je vous remercie pour cette deuxième émission. Je remercie aussi tous ceux qui nous regardent. En ce qui me concerne, je me porte bien, heureux de continuer à parler de l'avenir de notre pays et notamment des enseignements que nous avions pu tirer du passé pour éduquer nos auditeurs et peut-être nous donner les moyens d'améliorer ce que nous n'avions pas pu faire hier dans les meilleures conditions. D'accord. Je remercie M. Martial. Et comme je disais la dernière fois sur notre première partie, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de questions, moi-même et certainement d'autres personnes, parce qu'on n'est pas forcément informé au courant du déroulement du système économique, qu'il soit national, qu'il soit mondial, et donc par rapport au continent africain, c'est très intéressant parce que la première question que j'avais notée, parce que j'ai quand même fait des petites notes, d'où vient la faillite en Afrique par rapport au système néolibéral? D'accord, donc avant d'aborder les questions sur la faillite économique du système, au modèle néolibéral, je vais quand même citer une phrase qui me tient à cœur. Je suis de ceux qui pensent que la construction de l'Afrique ne doit pas dépendre de la volonté de nos maîtres d'hier, du colonisateur, mais doit émaner de nous-mêmes. Nous devions être les concepteurs de ce que nous voulons. Nous devions bâtir dans nos têtes, travailler, œuvrer pour nous donner un avenir et non nous laisser dicter les enseignements ou les politiques économiques et sociales par les puissances extérieures. C'est ce que je tenais à dire. D'où vient donc la faillite de notre système vis-à-vis du modèle néolibéral? Qu'avons-nous constaté à partir des années 80 et notamment à partir de 85? Les pays africains ont aliéné leur souveraineté en faveur des institutions financières de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI. Et il en est de même des pays de l'Amérique latine. Et pour parler de néolibéral. Mais dans le système néolibéral, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a néanti l'État. On a affaibli l'État et tout le pouvoir est donné au privé et au marché. Mais le marché ne peut pas réguler. Le marché n'a pas tout ce qu'il faut. Et finalement, ce système aboutit à ce que nous appelons un capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'on partage les intérêts les plus amis. Et qu'est-ce que j'ai constaté au cours de ces dernières années? L'État s'étant désengagé de la sphère productive et de redistribution, on a vu les entreprises d'État en faillite, on a assisté à déflation au sein de la fonction publique, nous avions abandonné nos politiques commerciales parce qu'il fallait tout libéraliser en matière d'importation. On a même assisté à des dévaluations. Tous ces faits cités, que je viens de citer là, ne sont pas là pour relever l'économie, mais viennent affaiblir l'appareil productif, des forces productives, et c'est le pays qui se pend. Mais si vous avez bien remarqué qu'à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000, même les grands pays comme le Mexique, l'Argentine, connu ce que nous avons appelé cessation de paiement. Parce que l'État étant dépossédé, n'ayant plus ses moyens, c'est affaibli. Et donc l'économie néolibérale conduit
non pas seulement à la prédation, non pas seulement à la gabegie, mais à la destruction des structures économiques et sociales. Voilà. Quand vous parlez d'État, vous spécifiez un État spécifique ou c'est une forme générale envers les pays africains? Dans sa forme générale, parce que je n'ai pas seulement évoqué les pays africains, mais j'ai aussi évoqué l'Amérique latine. Et souvenez-vous qu'en 97, nous avions vu les pays d'Asie arriver à la crise. Il y a un pays qu'on appelait la Malaisie qui a carrément rejeté les préconisations des institutions financières de Bretton Woods pour reprendre les leviers économiques en main, et c'était le premier pays qui s'en est sorti. Parce que la Malaisie a saisi ce levier pour pouvoir imposer des politiques qui répondaient aux besoins de la Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie, c'est un success story. Mais les pays qui sont restés sous le joug des institutions financières nationales, regardez-vous même la situation aujourd'hui. Vous vous souvenez de la situation de l'Argentine en 2001? Effectivement, donc c'est pour ça aussi que le Brésil actuellement a un ricochet là-dessus, ou parce que je crois que le Brésil est aussi très endetté. Le Brésil vient carrément de sortir de la crise de l'endettement. Il n'a plus de dette extérieure et a repris tous les leviers économiques en main. Par contre, quand vous regardez l'Argentine de M. Kirchner et l'Argentine d'aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire que l'Argentine a beaucoup reculé parce qu'elle s'est embourbée et a suivi un peu plus loin les politiques des institutions de Bretton Woods. Ce qu'il nous faut faire, c'est de nous reprendre en main en faisant en sorte de reconquérir notre souveraineté. C'est-à-dire, nous devons être des géniteurs, des penseurs de nos politiques économiques pour répondre aux besoins de nos populations et non aux besoins de nos créanciers. C'est pour ça qu'on est dans une période, même en Occident, très abaissée, que ce soit l'Europe, la France ou la Belgique, voire même les États-Unis aujourd'hui. Ils sont quand même très touchés par le système de Bretton Woods. Donc j'ai l'impression que ce système est lui-même en faillite. Avant de parler d'État. C'est-à-dire que ça appartient à une ancienne époque qui n'existe plus pratiquement aujourd'hui, et que on arrive certainement sur un nouveau monde, comme on le dit, comme j'entends dire, voire même dans la presse. Le nouveau monde fait partie aussi et tout d'abord certainement de l'économie, parce que sans ça, on a beau parler de nouveau monde ou de quoi que ce soit, sans l'économie, on n'est rien du tout. Je suis largement d'accord avec vous. Et le monde qui était conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est en train de s'écrouler. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de reconquérir notre souveraineté, travailler pour le bien-être de nos populations, et bien entendu, pour cela, nous devions d'abord compter sur nous-mêmes et faire prévaloir nos intérêts premiers. Voilà. D'accord. Vous me faites rappeler un peu les volontés du Niger ou du Mali ou du Burkina Faso, où ils ont voulu se prendre entièrement en main jusqu'à refaire leur propre monnaie. Je sais qu'ils sont également rattachés à la CEDEAO. Comment que ça se passe tout ça? Parce que ça a quand même une grande importance. Il y a un lien avec ce qui se passe en ce moment au sein du monde occidental. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'Allemagne, de tout le temps, était la locomotive, la tête était du pays. Mais depuis qu'elle a fait alliance, c'est aliéné
à suivre bêtement Washington, qu'est-ce que nous constatons? L'Allemagne, qui avait des contrats long terme avec la Russie pour s'approvisionner en gaz ou en matière énergétique bon prix, parce que l'Allemagne n'est plus lui-même, parce que l'Allemagne a aliéné sa souveraineté, nous voyons que ce pays est en train de s'effondrer économiquement et depuis une année et demie, l'Allemagne est en récession. L'Allemagne a perdu de sa compétitivité. Donc, ceux qui ont compris les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est quoi? Il faudrait reprendre, reconquérir leur souveraineté, répondre aux besoins du peuple, s'appuyer sur leurs richesses pour pouvoir avancer en fonction de leurs intérêts et non pas en fonction des intérêts du capitalisme international. Moi, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et d'ailleurs, j'ai comme impression que sur le point monétaire, ils sont en train de traîner parce que la monnaie est un outil de souveraineté économique. Bien sûr, sans on peut rien faire de toute façon. Ou alors on va revenir à l'époque du troc. Mais au niveau de la CDO, de la CEDEAO qui tient c'est la CEDEAO qui tient les rênes de la circulation du système économique africain, si je me trompe pas. Parce que à côté, en Afrique centrale, nous avions la communauté des États, la communauté économique monétaire d'Afrique centrale. La CEMAC. La CEMAC, ouais. Oui, bon. En ce moment, dans la zone CEMAC, ça paraît calme, mais ça ne va pas. Qui a son siège, je crois, à Yaoundé au Cameroun, hein, ou à Bangui, À Bangui. C'est Bangui, hein. Africain. D'accord. Et ça peut vraiment déstabiliser le continent, tout ça, parce que le Niger, le Mali, le Burkina ont créé leur monnaie. Il y a aussi la création de leur monnaie et c'est bon signe. Cependant, il faut du sérieux et faire asseoir notre monnaie sur des outils précieux et durables. Parce que si vous regardez bien à travers le monde, nous avions de la pierre monnaie. La pierre monnaie, c'est la monnaie papier. Hein, je n'ai pas dit judiciaire, mais je dis la monnaie papier. Je n'ai pas dit la monnaie papier. Le dollar aujourd'hui ne repose sur rien, sinon que sur du papier. Par contre, les monnaies d'hier et ce qui se passe en ce moment entre les pays du BRICS est très intéressant parce qu'on vous fait asseoir ces monnaies-là sur un panier de matières premières précieuses. Moi, je pense que le Niger, ayant l'uranium, Burkina Faso, le Mali, ayant de l'or, et l'or est une première précieuse, il ferait mieux de faire asseoir leur monnaie sur ces matières premières précieuses. On serait plus fiable et plus sérieux que d'avoir de la pierre monnaie. D'accord. Donc là, vous parlez d'étalons. L'étalon monnaie, tout simplement. Voilà. C'est ça. Mais au niveau de la CEDEAO, j'ai vu qu'il y avait aussi un lancement qui ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, d'une nouvelle monnaie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Afro, je crois. C'est ça ? Echo, exactement. Echo, donc, comment que ça peut se passer? Parce que si cette nouvelle monnaie arrive et remplace le franc CFA, j'ai vu aussi qu'il y avait aussi l'histoire du BRICS, qui est là désormais dans le système économique. Comment que ça peut se passer tout ça et comment ça peut s'entendre? Parce que si on parle de système de Bretton Woods qui est peut-être vieillissant ou même très très vieux aujourd'hui par rapport au développement mondial, on parle de néolibéralisme par rapport à une faillite africaine, mais j'ai un peu peur
d'où mes questions, que ce système est intégré dans le continent et qui produit finalement la même chose entre les pays africains. Est-ce que c'est possible? Bon, je vous ai écouté attentivement, mais par les institutions financières de Bretton Woods, nous avions épousé le modèle néolibéral depuis les années 80. Et tout ce qui a accompagné le système de Reagan et de Madame Thatcher. Vous n'êtes pas sans le savoir que, par exemple, nous avions connu des privatisations outrance. Nous avions connu la liquidation des entreprises d'État. Nous avions même connu la démonopolisation de certains secteurs dits monopole naturel de l'État. C'est-à-dire que, ici en France, par exemple, on a vu le chemin de fer s'ouvrir à la concurrence ou en Grande-Bretagne. Mais quelle était la conséquence? Ça entraînait beaucoup d'accidents, mauvais entretien de voies et beaucoup de déconvenus. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est des erreurs et les États reprennent ces grandes infrastructures en main, ne serait-ce que pour améliorer la qualité des choses. En ce qui concerne donc l'éco, la monnaie ouest-africaine, pour moi, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas une rupture. C'est plutôt... une alternative. Non, c'est même pas une alternative, c'est une manière de déshabiller Saint-Paul pour habiller Pierre. C'est la continuité du principe, c'est un ersatz de la colonisation. Il change juste de nom. Or, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une rupture. Nous ayons notre propre monnaie qui serait assise sur certaines matières premières. Une monnaie que nous gérons, une monnaie qui répond à nos besoins, une monnaie qui nous permet de booster nos économies, qui ne dépendent pas de l'extérieur. La monnaie est un instrument de souveraineté. Bien sûr, et c'est pour ça que l'Afrique du Sud, et c'est pour ça que l'Afrique du Sud, par souvenir, ne fait pas partie de ça, fait partie du BRICS, pas depuis sa création, mais elle y est venue par la suite. Je parle de l'Afrique du Sud parce que c'est le premier économique au niveau du continent africain. Le deuxième, c'est le Nigeria, je crois. À partir de là, comment l'Afrique du Sud a pu se maintenir avec tous les problèmes qu'ils ont eu également par rapport à leur histoire, comment ils ont pu maintenir une monnaie et devenir les premiers dans l'économie africaine? Bon, mais dernièrement, notre thème s'intitulait « Le développement des forces productives ». Exactement. Et avant et après l'apartheid, l'Afrique du Sud a toujours su développer ses forces productives. Je disais dernièrement même que les forces productives, c'était, pour moi, c'était, j'avais une phrase de l'histoire. Voilà, donc je disais que c'était possiblement l'ensemble des moyens qui nous permettaient d'agir sur la nature au service de la production, mais que, voilà. Bon, je disais que, j'ai même oublié ma phrase, elle me revient. C'est pas grave. En tout cas, il y a l'Afrique du Sud. En tout cas, il y a l'Afrique du Sud qui est là, qui est pourtant bien présente dans le système du BRICS. J'ai rien contre le BRICS, j'ai rien contre les autres monnaies. Je me demande tout simplement comment les pays centrales et nord-africains, dans la partie noire, vont pouvoir s'en sortir dans... Je vous ai coupé, excusez-moi, je vous ai coupé. Mais les pays africains, la plupart ont leur propre monnaie, sauf les pays de l'Afrique noire francophone. Oui. Si vous regardez les pays de l'Afrique lusophone, de l'Afrique anglophone, chacun de ces pays a une monnaie propre.
sauf Oui, les bien pays sûr. d'Afrique francophones. Oui, bien sûr. C'est pour ça que le Botswana s'en sort très très bien. C'est pour ça que le Tchad également, il s'en sort très très bien. Dans le cas du Congo-Brazzaville, hein, nous avions le franc CFA. Alors parlons du Congo-Brazzaville. On va plus cibler les choses dans ce cas-là, parce que j'ai vu que le Congo-Brazzaville avait vraiment des gros problèmes au niveau des finances publiques. Ils sont tenus également au sein de la CEMAC et par la suite de la CEDEAO et par la suite du FMI, mais également certainement par la Banque Centrale Européenne. Donc, comment le Congo-Brazzaville peut s'en sortir? Ou alors ils vont encore et encore tout annuler et repartir à zéro, comme d'habitude? Oh, belle question. Bon, moi, je pense que le problème du Congo-Brazzaville, c'est la mauvaise gestion et les mauvais choix économiques que nous avions dû faire. Bon, hein, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité là. Il s'agit, comme nous l'avions dit dernièrement, la fatalité n'existe pas. Critiquer la liberté d'expression, de sortir du colonialisme local, nous asseoir, discuter des problèmes du pays et définir des priorités en matière de production, en matière sanitaire, en matière éducative, en matière de recherche et nous projeter dans l'avenir en nous appuyant effectivement sur la prévision, la prospective, la planification et tous les outils en notre disposition. Il s'agit de nous asseoir, de poser les problèmes et de trouver les solutions. En 1965, l'année de ma naissance, le président Giscard d'Estaing, à l'époque ministre de l'économie et des finances de la France, avait saisi le gouvernement congolais pour dire que le pays allait vers une cessation de paiement. Comme c'était dans les années 80, comme c'était pour le Mexique dans les années 95, le pays allait vers une cessation de paiement. Oui, mais aujourd'hui on est en 2004 et on est au même résultat. Le président débat de l'époque, il a fait appel aux experts congolais qui s'étaient rassemblés et avaient mis en place un programme. Et au bout d'une année, le Congo avait renoué avec ses excédents budgétaires, excédents productifs, ainsi de suite. Il y a toutes les possibilités. Il s'agit de bien diagnostiquer le problème et de répondre aux besoins. Mais nous ne sommes pas à satisfaire des besoins ou des intérêts des autres. Nous devions toujours miser sur le bien-être des Congolais en mobilisant nos outils de production. Voilà ce qu'il faut. Donc la situation d'aujourd'hui n'est pas aussi. Elle est certes difficile, compliquée, mais si nous pouvions nous asseoir, je pense que nous pourrions avoir et tirer les meilleurs enseignements pour redresser la barre. Oui, bien sûr, mais on est déjà assis, c'est pour ça qu'on en parle déjà. Et puis, au niveau... Mais est-ce que l'autorité politique... Bien sûr. Et au niveau... Les fils et filles du Congo à s'asseoir pour trouver une solution par rapport à nos problèmes? Non. On s'obstine et on persiste dans la voie de l'échec parce que je n'ai jamais vu un pays dans lequel le FMI est venu et que le pays s'en est mieux tiré. Je n'ai pas vu. Par contre, j'ai donné l'exemple de la Malaisie tout à l'heure, qui avait rejeté les programmes du FMI, qui s'est reprise en main en mobilisant ses ressources naturelles, matérielles, financières au service du pays, et le pays se portait bien. En 2008, il y a eu la crise de subprime. On connaît le résultat de la Grèce, mais regardez, là où on avait fait appel à l'intelligence collective d'un pays qu'on appelle l'Islande, s'en est mieux tiré parce que, au lieu de persister avec les mesures du FMI, l'Islande avait réinvesti l'économie réelle. Donc, ils avaient réinvesti dans la production des biens matériels, la construction d'équipements et la santé et l'éducation.
Et c'est un success story, la petite Islande. D'accord, Alors, d'accord. c'est pas tiré. Donc, moi, je ne crois pas que nos solutions viendront de la Chine, de la Russie ou du FMI. Nos solutions, c'est répondre aux besoins de notre pays, Hein, les attentes de nos peuples. bien sûr, bien sûr. C'est comme tout le monde, une remise à zéro et on repart. Moi, c'est ce que je fais en me réveillant tous les matins. Je fais une petite mise à zéro et puis je repars pour ma journée. Comme ça, j'oublie, j'essaye de mieux faire. Mais en tout cas, c'est le même état d'esprit que devrait avoir un État. En tout cas dans son exécutif. Mais vous parlez assez souvent du FMI. C'est une des institutions internationales qui fait partie du système Bretton Woods. Plus spécialement, d'après ce que j'ai pu m'en apercevoir, sur le secteur africain. Comment ça se joue tout ça au niveau de l'égalité économique internationale et parce que finalement tout le monde fonctionne à crédit, même les États. Le Congo-Brazzaville, et comme tous les autres pays, doivent apporter quand même des garanties de bon fonctionnement par rapport au développement des frontières, donc de leur pays. Ces garanties, est-ce qu'ils risquent de partir, de les garder par rapport à comment ils sont aujourd'hui? Vous avez lu certainement Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et il parlait de l'exportation des capitaux. Oui. Malheureusement, les pays sont des grands exportateurs de capitaux à travers des placements de fonds de nos dirigeants à l'étranger, l'approvisionnement denrées alimentaires à l'étranger, des équipements, ainsi de suite. Alors, je vais vous parler rapidement du FMI. Oui. Normalement, quand un pays est en crise, sauf à ce que je sache, l'Inde et la Chine n'ont jamais fait appel au FMI. La Malaisie avait appelé le FMI et avait fini par chasser le FMI parce que les propositions n'étaient pas les bonnes. Et si vous regardez bien, en 1997, l'Indonésie avait connu des troubles politiques à cause des politiques de Philippines. Et je pense même que le président Bourguiba a perdu le pouvoir par rapport aux mesures du FMI. On fait souvent appel au FMI parce que, bon, c'est peut-être un prêteur de dernier ressort. Mais qu'à cela ne tienne, les prêts que accorde le FMI sont des prêts stand-by. Je suis stand-by 2 fois. Je ne suis pas fort en anglais, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Moi non plus. Semble-t-il, c'est en entendant. Si nous continuons à mobiliser les fonds, nous vous apporterons les capitaux nécessaires. Si on ne peut pas, vous ne les aurez pas. Mais entre-temps, vous avez déjà signé avec le Fonds monétaire international. Mais le Fonds monétaire international est là pour créer toutes les conditions possibles de restituer la dette vis-à-vis des créanciers. Le Fonds monétaire international ne travaille pas pour nous, ne nous accorde pas de crédit à nous, mais plutôt travaille pour ses créanciers. Ce n'est pas une institution de développement, c'est une institution qui veut fructifier son argent. Ça, si on n'a pas compris, c'est très grave. Mais le FMI, c'est d'abord une banque qui prête en dernier ressort. Oui, parce qu'ils ont aussi leur monnaie, comme on appelle monnaie spéciale. Je déteste. Tout le monde ne le sait pas non plus. Voilà, pour moi c'est une monnaie spéciale parce que je suis pas dans le milieu de l'économie, donc je ne peux l'appeler que comme ça. Mais le FMI a une monnaie, on va dire électronique, si je peux l'appeler comme ça, ou pas? Je sais pas, je sais qu'ils ont un instrument qu'on appelle le DTS, droit de tirage spécial,
commun à la disposition des pays. Voilà, DTS, c'est ça, mais qui fait partie quand même d'une monnaie. Des fonds qui vont utiliser à travers les créanciers, quand ils se mobilisent, on peut vous les verser ou pas. En tout cas, si nous recevons l'argent ou pas, déjà, nous payons la dette. Même si on reçoit ou pas, ils ont inscrit dans leur cahier amputé que le Congo nous doit tant, mais pourtant, parfois, nous n'avions pas reçu les moyens. Tout à fait. Mais écrit. Et vous, dernièrement, je disais que j'avais suivi monsieur le président de Toukoulou qui parlait connaître le volume de la dette, son contenu et la durée. Pourquoi connaître la mesure? Pourquoi connaître le contenu? Est-ce que nous avions réellement reçu cet argent ou pas? Est-ce que nous sommes victimes des fluctuations ou des fonds vautours? Tout cela, on doit étudier. En ce moment, nous savons que nous devons tant. Et est-ce qu'il faut un moratoire? Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour pouvoir satisfaire les créanciers? Mais moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de penser à nos fonds. Rembourser la dette intérieure, satisfaire les besoins fondamentaux du peuple, et après, on pourra s'en occuper après. Donc, je suis pour un moratoire. Bien sûr. Pour dire que le FMI est là pour arranger les choses, je dis non, parce que partout ils sont passés, là où ils sont intervenus, il y a plus eu la prédation. Si nous prenons l'exemple des privatisations, on va privatiser les entreprises les plus rentables du pays. Sinon, avec le FMI, nous voyons les entreprises. Je ne suis pas contre les entreprises étrangères, ni contre les investissements directs étrangers, non. Mais j'ai comme impression, c'est même pas une impression, c'est la réalité, les interventions du FMI, c'est une mainmise des transnationales sur nos ressources naturelles. Donc, vous voyez, il y a toujours la prédation. Bien sûr. Donc, comment vous voyez, est-ce qu'il y a une alternative susceptible de sortir finalement de toutes ces crises, que ce soit le Congo-Brazzaville ou ailleurs? C'est vrai que le Congo-Brazzaville est actuellement très affecté. J'ai eu le temps de voir et de bien m'enseigner. Ils vivent quasiment avec presque rien. Les hôpitaux sont délabrés. C'est impressionnant quand même. Comment on peut en arriver là? Donc, est-ce qu'il y a une alternative à tout ça? Est-ce que le Congo-Brazzaville... mais tout dépend de son pouvoir politique, tout simplement, dans le système économique national et international, finalement. Tout dépend effectivement de nous, comme je l'ai dit dès le départ. Et moi, je pense qu'à tout problème, il y a une solution, une alternative. C'est à nous de faire montre d'imagination. Tout à l'heure, j'ai cité 2 pays. Si vous vous souvenez, j'ai cité la Malaisie et la petite Irlande. La Malaisie avait reçu le FMI, mais je trouvais que les 10 préconisations du FMI qui encouragent les États à se désengager de la sphère productive et redistributive, qui encouragent les États à privatiser, sinon à fermer les entreprises publiques, qui encouragent les États à la développement des infrastructures, n'étaient pas des bonnes mesures. Donc, ils se sont assis, ils ont trouvé qu'il fallait contrôler les capitaux, investir dans la production, soutenir les producteurs locaux et en moins d'une année, la Malaisie avait repris sa vigueur économique. L'Islande était dans les mains des banquiers, une financiarisation en France, ils ont investi des coûts réels, ils sont nés tirés. Donc moi je pense que tout ne dépend que des Congolais. Si nous voulons sortir le Congo de la crise, les solutions ne sont pas là-bas. Nous avions des alternatives nous aussi sur Congo. Il s'agit de nous asseoir, de regarder les choses, de mettre le paquet de dépenses productives. Dans l'éducation, la santé,
et reprendre l'outil bancaire en main. Mais ça devrait aller. Oui, mais ça doit pas être évident non plus. Je pense. Si on se sent pour compte, j'avais cité même le gouvernement Déba, Babakas, Milongo et tout ça. Si en 65, face à une cessation de paiement qui n'était peut-être pas vraie, le Congo a pu tirer des et mieux faire, tant qu'aujourd'hui, nous sommes les mêmes Congolais. Il s'agit de nous faire confiance, d'avoir pour nous et nous allons réussir. À toute chose, il y a une alternative et une solution. C'est à nous de faire notre solution. Bien sûr, mais le monde bouge en même temps. Donc c'est ce qui fait un peu tanguer le bateau, si je peux appeler ça comme ça. Le bateau, c'est l'économie mondiale qui aujourd'hui... Moi, je regarde souvent ce que nous ne pouvons pas obtenir aujourd'hui avec la France ou l'Allemagne. Parfois, nous pouvions obtenir en négociant avec la Chine, la Russie ou l'Inde. Moi, je m'intéresse en ce moment à la verrerie. La verrerie. Je me dis, bon, il y a des problèmes écologiques, on est toujours dans le plastique, avant nous utilisions quand même le verre, est-ce que nous utilisons susceptibles de produire du verre? Je dis oui, parce que la matière première, nous l'avions, les équipements ne sont pas compliqués, mais je regarde les prix au hasard, et je me rends compte que si je cherche à acquérir ces équipements en France, c'est excessivement cher. Mais je regarde du côté de la Russie, je regarde du côté de la Chine, c'est des équipements qui sont à notre portée. Donc, il y a un tournant, mais c'est à nous d'étudier et de saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous pour satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations. Et nous en avions les moyens et les capacités. Oui, bien sûr. Que l'Afrique aussi cesse d'aller commander de gauche à droite. Nous devions travailler, nous avions les moyens et nous pouvions nous en sortir. C'est pas pour rien que la nature nous a dotés de toutes ces ressources. C'est pas pour vendre aux étrangers, c'est pas pour satisfaire les intérêts des autres, mais c'est d'abord répondre à nos besoins. Je regardais notre Congo, il y a beaucoup de gisements de fer, mais nous n'avions une sidérurgie aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, maintenant on peut penser qu'on peut concevoir des trains sur place, des rails pour construire des chemins de fer en vue de reprendre et de saturer notre marché national. Mais quand on parle de matières premières du Congo, on pense toujours les vendre à l'étranger et jamais de répondre à nos propres besoins. D'accord. Donc, si je comprends bien, parce que j'essaye également de vous comprendre, on essaye de mettre ça sur le dos du Bretton Woods, sauf que d'après ce que je comprends, tout appartient à l'exécutif, donc à un gouvernement et à son président. Parce que quand je regarde le système de Bretton Woods, par exemple en Irlande, dernière actualité d'hier ou d'avant-hier, ils ont un excédent quand même de 9 milliards supplémentaires et ils commencent à donner des explications à la France. Donc forcément, on essaye de toujours mettre quelque chose sur le dos à quelque chose. Donc on parle du système de Bretton Woods, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Mais le problème n'est pas forcément là, le problème. Donc si ce système n'est pas forcément si vieux que ça, parce que tout n'appartient qu'aux hommes. Belle question. Les responsabilités sont partagées quand même. Nous sommes responsables en partie de nos difficultés, de nos malheurs par rapport à nos foi. Donc c'est l'histoire d'hommes. Oui, il y a l'histoire des hommes, mais aussi l'histoire de l'histoire. Parce que l'Afrique, c'est quand même 600 ans de colonisation. Bien sûr. On ne peut pas retirer dans les esprits. Des ajustements structurels. Donc, ceci aussi joue un rôle. Et
nous avions adhéré avant même, enfin, les institutions de Bretton Woods avant même nos indépendances. Ah, Mm. ah, Et nous n'avions pas géré notre propre monnaie d'or. Il y a la responsabilité qui est due par notre manque de souveraineté, mais qui n'est pas, ce n'est pas de notre faute forcément, mais aussi la responsabilité des institutions internationales en tant que telles. Il ne faut pas s'en bien cacher. sûr. Il y a plusieurs cas et il y a plusieurs responsables. Mais nous sommes aussi responsables en partie de nos difficultés. Bon, maintenant, ayant pris conscience, nous devions nous parler, nous mettre au travail et imprimer ce que nous voulons. Que ce ne soit pas une dictée extérieure. Ça doit être notre volonté à nous émanciper, notre volonté d'aller de l'avant et notre volonté de répondre au bien-être collectif. Bien sûr, et c'est pour ça que le Nigérien a créé sa crypto-monnaie. Je crois bien par souvenir l'année dernière. Et puis ça commence à bien prendre par rapport à ça. Donc est-ce que c'est pas ça le côté alternatif des choses que les Nigérians ont compris sur Abuja? C'est peut-être ça, non? Reprenez s'il vous plaît la question. Le système de la crypto-monnaie, le Nigeria l'a accepté sous décret, ont créé leur propre monnaie numérique. Et est-ce que c'est pas une solution justement à l'alternative des pays ou des sous-pays? Je pense que ça fait partie des alternatives. Bon, alors j'ai le président Faustin Edouardera au niveau de la Centrafrique qui a voulu, il voulait lui par contre créer sa propre monnaie numérique. Je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, le Sanko, c'est ça. Et ça n'a jamais pu prendre. Donc le problème vient de où dans tout ça? On n'est pas une émission d'actualité, on est une émission ici pour comprendre les choses. Parce que j'aime bien comprendre les choses. J'aime bien le fond et non pas la forme. Bon, ce qui est vrai, que je sache, dans toutes choses, hein, il y a ce que j'appellerais les avantages. Mais il y a aussi les résultats. Mais quand je prends les 6 pays de la CEMAC, en matière monétaire, scientifique, économique, des pays souverains, des pays indépendants de banque, il y a la volonté, mais des choses qu'on ne peut pas faire tant que nous n'avons pas pu reconquérir notre souveraineté. Et le combat aujourd'hui, c'est de mettre fin au colonialisme intérieur et extérieur, de reprendre nos outils en main pour mener les projets jusqu'au bout et tel que nous l'entendons. Bien sûr. Je vais souligner, ça fait déjà 42 44 minutes que nous sommes là. Je vais souligner quand même que, dans tous les cas, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous devions maintenant nous mettre au travail et avoir confiance en nous. Parce que l'Africain n'a pas confiance en lui-même. D'accord. Donc vous parlez en tant qu'Africain ou en tant que Brazzavillois? En tant qu'Africain, nous n'avons pas confiance en nous. Or, le développement, l'économie, c'est d'abord la confiance en soi. Exactement. Nous voulons continuer cela, nous voulons aller là et nous nous donnons les moyens en tentant et en ayant foi en nous. Sinon, nous n'avancerons jamais. Exactement. Écoutez, on va finir cette émission par ces mots. On va pouvoir en rediscuter encore une fois dans une 3e émission parce que j'aime beaucoup discuter avec vous, Monsieur Malanda. Et on est là pour essayer de comprendre comment ça se passe tout ça. Et je suis ravi à chaque fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Malanda, Ange-Marie, expert en économie. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Martial. Je t'en prie et
courage et plein succès donc à ces émissions. Merci à vous, à très bientôt. Je vous en prie, à bientôt.